Europe Matin, Thierry Dagiral. À la une ce matin, accouchement dans la douleur, mais accouchement réussi pour la majorité à l'Assemblée nationale. Le projet de loi pouvoir d'achat a été adopté tôt ce matin. 341 voix pour, 116 contre, compromis à l'issue de 5 jours de débat plutôt houleux. Le feu n'est toujours pas fixé en Gironde, mais il n'avance plus dans ce journal. Visite guidée, le cœur serré du camping Les Flots Bleus ravagé par les flammes. L'Italie sans gouvernement ce matin, lâché par sa coalition. Le Premier ministre Mario Draghi a rendu son tablier hier. Élection anticipée le 25 septembre. Dans la prochaine demi-heure sur Europe 1, 7h13 à lire dans la presse ce matin. 7h16, retour sur Actu. On va s'intéresser au phénomène Pokémon. 7h22, les compétitions de l'été. Lucas Courtin et le coach Perrin avec les derniers résultats des championnats du monde d'athlétisme. Europe 1. Et c'est Christophe Lamarre qui vous présente le journal de 7h. Bonjour Christophe. Bonjour Thierry, bonjour à tous. L'accalmie se confirme sur le front des incendies en Gironde. Les feux ne progressent plus, mais les autorités restent prudentes. Ils ne sont ni fixés, encore moins éteints. 6000 personnes ont pu rentrer chez elles. 30 000 attendent toujours de pouvoir les imiter. Et l'heure est aussi à l'évaluation des dégâts. Ils sont bien sûr très importants. Notamment dans les 5 campings qui bornent la dune du Pilat, totalement dévastés par les flammes. C'est le cas du plus emblématique d'entre eux, les Flots Bleus, popularisés par la saga Camping avec Franck Dubosc. Le propriétaire est allé constater l'ampleur de la tâche qu'il attend. Tout sera rebâti, mais selon les nouvelles règles fixées par Emmanuel Macron. Notre correspondant Stéphane Place a accompagné le propriétaire dans les allées calcinées. Reportage. Ça a brûlé quoi, une serviette là? Puis après... Directeur de l'établissement depuis une dizaine d'années, Franck Couder déambule dans un décor noirci, dévasté par les flammes. La pancarte intacte du camping des Flots Bleus, gîte à terre, rue Jacques-Pic. Des chaises, une moto calcinée, des morceaux de bouteilles de gaz qui ont explosé sous l'effet de la chaleur et des bungalows dont il ne reste plus rien. On avait changé 95% des mobil-homes, des trucs tout neufs, tout beaux. Ouais, c'est désolant quoi. Puis la nature. Le président de la République a promis que seraient reconstruits les 5 campings au pied de la dune du Pilat. Mais Emmanuel Macron a été clair, pas comme avant, avec des obligations, des normes nouvelles. Pas un problème, assure Franck Couder. Nous, on a signé un permis d'aménager en 2018 où on devait mettre des mobil-homes qui étaient bardés de bois, avec des huisseries noires et compagnie. On est dans ce que va nous demander le président. Les nouvelles règles, c'est par rapport au site classé. Nous, on est bon là. Avant, c'était plus d'une centaine de mobil-homes. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Mais nous, on est déjà dans ça. On a sorti 80% des mobil-homes. On a fait un escalier en bois. Déjà, ce patron de camping reçoit des propositions de la part d'entreprises qui veulent l'aider gratuitement à rebâtir. Très touché par cette solidarité, Franck Couder prépare lui de son côté le remboursement de ses clients. Environ 700 séjours. Un reportage de Stéphane Place au camping des Flots Bleus, de son vrai nom, camping de la Dune. Et puis l'autre chantier, c'est bien sûr la forêt à la teste de bûches comme à Landiras. Il faut maintenant penser à replanter. 20 800 hectares de pinèdes partis en fumée. Là aussi, lors de sa visite, le président Macron a suggéré de replanter, mais en respectant certaines règles. Faut-il planter des pins très inflammables ou d'autres essences? Ce n'est pas la seule question posée, Louise Sallet. Il faut aussi prendre en compte le changement climatique si l'on veut éviter d'autres catastrophes. Oui, face au risque incendie qui augmente, il est essentiel d'aménager des zones humides entre les parcelles, explique Christophe Plomion de l'Institut de recherche agronomique à Bordeaux. On peut penser aux cours d'eau et à leur formation forestière, constituée d'aulnes, de peupliers noirs, donc des feuillus, ainsi que des îlots, notamment de chênes, qui sont moins inflammables que les pins maritimes plus secs. Mélanger les espèces d'arbres limite aussi les dégâts des tempêtes, des sécheresses, des invasions d'insectes et de champignons qui augmentent avec le changement climatique. Jonathan Lenoir est ingénieur forestier au CNRS. Le fait d'avoir plusieurs espèces va assurer une certaine forme d'assurance en contexte de changement, parce que si jamais une espèce ne supporte pas le changement, il y aura d'autres espèces qui vont peut-être prendre le relais et même peut-être bénéficier de ce changement. Mais garder une importante surface de pin est indispensable car il y a un impératif économique, précise Christophe Plomion. C'est 25% du bois que la France produit et c'est la seule espèce d'arbre à pouvoir se développer sur ces sols qui sont parmi les plus pauvres de la planète et produire la quantité de bois nécessaire, on parle de 8 millions de mètres cubes par an, le pin maritime et restera l'espèce de reboisement dominante dans le sud-ouest de la France. En termes d'inflammabilité, c'est pas la panacée. C'est une évidence, enfin il faut dans ces forêts de larges passages pour les pompiers. Louise Sallet. Europe 1, 7h05. Adopté, l'Assemblée vient de voter le projet de loi pour le pouvoir d'achat. Non sans mal. Temps de parole non respectées, invectives et autres attaques frontales ont obligé la présidence de séance à faire de multiples rappels au règlement. Séance très mouvementée donc, mais loi votée tard dans la nuit ou tôt ce matin, c'est selon. En tout cas, l'essentiel, c'est que la loi soit votée pour le député La République En Marche, Guillaume Kasbarian.
C'est évident, le rythme a été lent, ça a été laborieux. C'est vrai que lors de la précédente législature, on avait l'habitude de passer plus rapidement les textes et d'aller plus vite sur les amendements. Néanmoins, encore une fois, ce que je retiens aussi, c'est notre capacité à voter des textes et à voter l'ensemble des articles d'un texte. Juste là, il y a quelques minutes, on a même adopté un amendement venant des rangs écologistes sur la question du mélange de carburant avec de l'huile de friteuse usagée qui avait été porté par les écologistes. Donc vous voyez que largement sur beaucoup de bancs, on a réussi à améliorer le texte et à prendre des idées qui venaient de parlementaires qui sont dans l'opposition. Guillaume Gasparian, député La République En Marche avec Lucas Courtin et Christophe Bordet. La loi pouvoir d'achat va maintenant passer au Sénat. Les députés, eux, vont se pencher sur le projet de loi de finances rectificatif. Il doit permettre de financer les mesures adoptées cette nuit. Et tout cela dans un contexte économique tendu. La France va devoir faire un effort pour rester dans les clous. Et le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, promet de ramener le déficit sous les 3% en 2027. Comment ? En réduisant la dépense publique, l'État et les collectivités locales vont passer au régime minceur. Dans le viseur, les dépenses de fonctionnement. Et puis il faut également tenir compte d'un autre facteur, celui de la hausse des taux d'intérêt. La Banque Centrale Européenne sonne la fin de l'argent facile. Première hausse depuis 20 ans, la BCE a relevé ses taux directeurs de 0,5%, soit 50 points de base. Dit comme cela, ça n'a l'air de rien, et pourtant c'est tout le contraire. L'objectif, c'est de freiner l'inflation galopante dans la zone euro. Il y aura donc des répercussions dans notre vie quotidienne. Charlotte Barrican, qu'est-ce que cela va changer pour les particuliers ? Le plus gros changement, cela va être le coût de l'emprunt. Alors, les banques avaient déjà anticipé cette hausse, mais elle va se poursuivre. Depuis 2008, on était habitué à des taux très bas. Donc maintenant, ceux qui vont contracter des prêts, comme un crédit immobilier ou un crédit à la consommation, eh bien, ça va leur coûter plus cher. Point positif pour les ménages épargnants, le livret A ou le livret épargne populaire sont mieux rémunérés à respectivement 2 et 4,6%. Charlotte Barrican du service économie d'Europe 1. Et puis cette hausse des taux directeurs inquiète beaucoup l'Italie, plongée dans la crise politique après la démission de Mario Draghi. La démission du Premier ministre a fait bondir la dette italienne sur les marchés, de quoi raviver les craintes d'une crise des dettes souveraines. L'Italie a convoqué des élections législatives pour le 25 septembre. Est-ce trop tard ? Difficile de le savoir. Une chose est sûre, le départ de l'ancien banquier central inquiète les Italiens. Reportage Antonio Gallofaro. Cinzia ferme les portes de son magasin. Une journée passée devant la télé dans le stress politique plus que dans celui de la vente. Avec la dissolution du Parlement et le départ du Premier ministre, elle craint le pire. Draghi, pour l'économie du pays, était une sécurité pour tous. La situation est un peu tragique. J'entends des grossistes qui veulent fermer car ils n'ont pas confiance dans la suite des événements. Un peu plus loin, dans cette rue commerçante du centre de Rome, Carlo sert un café. Patron de cet établissement dans la famille depuis presque 60 ans, il compte sur la légendaire débrouille de ses compatriotes. Nous sommes un peuple qui se reprend toujours malgré toutes les bêtises du Parlement et des politiciens qui nous entourent. Ils ne sont absolument pas compétents. Le peuple italien devrait être un peu plus respecté. C'est bien le peuple italien qui sera sollicité. Il est appelé à élire le nouveau Parlement le 25 septembre prochain. Rome, Antonino Gallofaro, Europe 1. L'actualité à l'étranger, c'est également l'accord sur le blé entre la Russie et l'Ukraine. Annonce faite par la Turquie qui a servi d'intermédiaire dans ce dossier. L'accord entre Kiev et Moscou sera signé aujourd'hui à Istanbul. Il prévoit de laisser passer les cargos chargés de céréales via des corridors sécurisés sur la mer Noire. Une issue positive saluée par Washington. Les États-Unis qui continuent d'enquêter sur l'assaut du Capitole. Donald Trump doit être tenu pour responsable. Déclaration cette nuit du président de la commission d'enquête. Allez, on termine avec le sport. Le Tour de France, on connaît peut-être déjà, on va dire, le futur vainqueur. Oui, Jonas Vingegaard s'est imposé hier à Hautacam, dernière étape pyrénéenne. Il a même pris du temps sur son dauphin et double vainqueur de la grande boucle Tadej Pogačar. Axel Messot, surprise, les jeux sont faits. Oui, plus de 25 ans après la victoire du sulfureux Bjarne, un autre Danois est en passe de remporter le Tour de France. C'est lui le leader au classement général du Tour de France, Jonas Vingegaard. Dauphin de Pogačar l'an dernier, alors qu'initialement il ne devait pas disputer cette grande boucle 2021. Jonas Vingegaard va gagner le Tour dès sa deuxième participation, battant son adversaire slovène, pourtant surnommé le petit cannibale, référence au roi Eddy Merckx. Mauro Gianetti, le manager de la formation de Pogačar, ne peut que constater la supériorité du maillot jaune. Vingegaard et son équipe cette année, ils étaient plus forts, ils ont gagné, ils ont mérité ce Tour. Chapeau à eux et bravo à mes coureurs parce que je suis vraiment heureux de ce qu'ils ont fait. Alors bien sûr, il reste encore 3 étapes, dont un
un contre-la-montre demain. Mais avec près de 3 minutes 30 d'avance, on voit mal comment Vingegaard pourrait laisser échapper la victoire finale. Surtout avec un coéquipier de super luxe, en la personne du Belge Wout van Aert, qui sait tout faire, sprinter, rouler en plaine et grimper. Ce matin, la formation néerlandaise Jumbo-Visma a 3 maillots distinctifs, le vert pour Van Aert, le jaune doublé du maillot à pois pour Vingegaard, seul le maillot blanc de meilleur jeune est encore sur les épaules de Pogacar. Axel May du service des sports d'Europe 1. Et Vingegaard, on le voit en une de l'équipe ce matin, seul au monde, titre le quotidien sportif. C'était le journal de Christophe Lamar. À tout à l'heure.